Bonjour, petite série de tutoriels. Donc je commence ici par le premier épisode pour parler de Photoshop CC et des possibilités 3D de Photoshop CC. Petit préambule, Photoshop CC n'a pas pour but de remplacer et n'a jamais eu pour but, même quand on était dans les versions extended avant, n'a jamais eu pour but de remplacer un logiciel 3D. Si vous utilisez déjà des logiciels 3D comme Cinema 4D, qui est mon préféré, comme Maya 3ds ou autre, eh bien, les possibilités de Photoshop vous paraîtront peut-être limitées. Alors, pourquoi avoir mis des fonctionnalités 3D dans Photoshop? C'est apparu avec CS3 Extended. Le but était plutôt pour de la CAO ou pour de l'architecture. C'était des besoins assez simples d'intégration de volume basique dans une photo pour montrer un petit peu ce qu'allait donner le résultat. Donc on était dans des besoins très spécifiques, c'était pas du tout pour du graphisme, pas du tout pour de la 3D, 3D hyper réaliste, c'était pas du tout son but à l'origine, c'était plutôt des passerelles qui étaient demandées par certains secteurs qui étaient des niches en fait 3D, d'où la distinction entre Photoshop, CS3 à l'époque, et Extended. Maintenant qu'on est au Creative Cloud, il y a une seule version de Photoshop qui unifie toutes les fonctions, que ce soit les fonctions classiques et les fonctions Extended. Il y a une seule version maintenant de CC. Donc voilà, donc ici ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir à intégrer dans des photomontages beaucoup plus facilement eh bien, des éléments 3D, pouvoir faire des typos, des extrusions, faire tout un tas de choses, donc plutôt d'un but graphiste. Et pour toute personne qui a besoin de donner un peu de profondeur dans ses compositions Photoshop et qui ne connaît pas le logiciel 3D, ça va être un moyen de commencer en restant dans un univers familier qui est celui de Photoshop que vous connaissez déjà. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, je vais créer un nouveau calque. Ici, je vais faire un nouveau calque, je vais appeler 3D. Ici, je vais lui mettre de la couleur à l'intérieur. On va prendre par exemple ici, voilà, un rouge, je vais remplir. Ici, il faut une couleur, il faut des pixels sur le calque pour faire ça. Donc le but ici ne va pas être de vous montrer comment créer. Donc le premier épisode de cette série va plutôt être, son but va plutôt être de vous faire découvrir un petit peu les panneaux, la navigation dans la 3D, plutôt que vous montrer des exemples dans un premier temps. D'autres tutos vont venir pour vous expliquer le reste. Petite précision aussi, j'ai décidé de faire ces séries tutos parce que beaucoup de personnes, en ayant vu des morceaux de mes conférences où je montre un peu de 3D, m'ont reporté qu'il était extrêmement dur de trouver eh bien, des informations, des ressources, des tutoriels sur cette partie 3D dans Photoshop, et spécifiquement si on est francophone et qu'on ne lit pas l'anglais, eh bien ça va être encore plus compliqué d'avoir des informations là-dessus. Personne finalement sait comment prendre ceci, comment débuter. Donc le but ici est de vous aider à débuter avec la 3D en vous donnant les principes de base ici. Donc là, je crée un calque, pour l'instant c'est un calque normal, et je vais demander ici, dans le menu 3D, eh bien, de faire une extrusion. Je reviendrai sur quel type de format on peut importer, qu'est-ce que l'on peut créer dans Photoshop. Ici, on va se contenter, alors, disons peut-être, de prendre une pyramide, par exemple, voilà, ici. Donc vous voyez ce calque s'appelle 3D, il est rouge, donc je crée une pyramide. Ici, Photoshop me demande, je peux désactiver ce message, me demande si je veux basculer sur l'espace de travail 3D, ici je suis sur un espace que j'ai appelé basique, ici automatiquement je bascule sur l'espace de travail 3D. Donc on voit que mon calque a été transformé en calque 3D, on le voit eh bien, grâce à ce petit icône que vous voyez ici. On voit d'ailleurs qu'il a créé 5 matières, dont une matière avant, que l'on va retrouver ici. Cette matière avant, juste si je reste en survol, on va voir quelle est-elle. Eh bien, c'est tout simplement l'aplat rouge que j'avais tout à l'heure. Et puis, il a créé pour l'instant d'autres aplats ici, donc d'autres fichiers pour pouvoir mettre de la matière sur les autres faces. Faces que vous apercevez ici dans la vue de haut et que vous apercevez ici. Donc, ici, pour pouvoir manipuler des éléments dans la 3D, il faut être avec un outil. Voilà, ici vous voyez que je n'ai absolument pas accès vraiment facilement aux éléments 3D. Par contre, c'est quelque chose qui est apparu dans la version CS6. On a simplifié, on avait une quinzaine d'outils
pour manipuler la 3D, manipuler les sous-objets, manipuler les caméras, manipuler la lumière. On avait une quinzaine d'outils. Maintenant, la logique de quelqu'un qui fait du Photoshop depuis des années, c'est de prendre l'outil de déplacement pour déplacer quelque chose. Donc maintenant, si vous êtes sur un calque 3D et que vous prenez l'outil déplacement, vous avez accès au déplacement et aux sous-outils du mode 3D qui sont ici dans votre outil de déplacement. Donc maintenant, eh bien, je vais pouvoir, comme vous le voyez, eh bien, tourner. Par défaut, je suis sur l'outil de rotation, mais je peux basculer sur cet outil qui est en rotation par rapport à l'axe de la caméra. Voilà, je peux basculer sur cet outil qui est une translation X et Y par rapport à l'angle de la caméra. Je peux venir ici reculer mon élément voilà, ou l'avancer, donc voilà, reculer ma caméra ou l'avancer, avoir accès à des propriétés de caméra, etc. Donc ici, ce qui va m'intéresser, c'est de revenir ici et de vous montrer que je peux, au lieu de passer un à un comme je viens de le faire, je peux appeler un raccourci. Vous savez eh bien, que le raccourci pour appeler un outil, eh bien, c'est souvent une lettre, par exemple B pour brosse, V, c'est bien l'outil qui est l'outil de déplacement. Et puis vous savez que quand vous voulez faire défiler des outils, par exemple si j'appuie sur M, voilà, et que je veux faire défiler les outils qui sont cachés en dessous, eh bien je fais majuscule M, okay, pour pouvoir faire défiler les outils. Okay. Ben là si j'appuie sur V et que je fais majuscule V, je vais faire défiler les outils, comme vous le voyez ici. Donc je peux assez facilement passer de la translation à la rotation, etc. Donc voilà un petit peu ici. Maintenant, je vous le disais, cet outil va être contextuel, on va le voir dans quelques instants ici. Ici, je suis sur la caméra, donc forcément, je manipule la caméra. Cette caméra, le cadrage de cette caméra est représenté par eh bien, cet élément jaune tout autour, et là, c'est la caméra par défaut, on pourra en créer d'autres. Maintenant, si je voulais manipuler l'objet dans cet univers 3D, eh bien, il faudrait que je sélectionne l'objet ici. Et là, vous voyez qu'on a un petit assistant, une petite boîte, une petite box qui nous indique exactement comment cet objet est dans l'espace. On voit aussi apparaître cet axe. Alors, ça m'emmène à vous parler effectivement de cette origine du monde que l'on a en 3D. Pour le rappel, dans notre vie quotidienne, nous ne sommes pas, notre monde n'est pas égocentré, hein, donc nous ne sommes pas le centre du monde. L'univers est infini, donc on n'a pas d'origine, enfin, du moins connue, de ce monde. Donc ici, par contre, quand on crée un univers virtuel, on a une origine du monde, un point, une coordonnée 0, 0, 0, x, y et z, z pour la profondeur, ici. Donc c'est ce qui est représenté par cette grille de base, cet assistant de grille de base que l'on voit ici. Grille de base, bien entendu, hein, que l'on va pouvoir voir dans nos extraits ici. Hein. Donc on va avoir la vue secondaire, c'est cette petite chose que l'on va voir dans quelques instants, le plan du sol qui peut être désactivé, l'éclairage 3D, pareil, les assistants, les sections 3D, les incrustations. Donc on a tout un tas d'éléments que l'on peut désactiver ici. Mais par défaut, le plan du sol est quelque chose de très pratique, vu qu'il va nous permettre bien de savoir où se trouve notre origine du monde, et par défaut, votre caméra, par exemple, si je reviens sur ma caméra, votre caméra va tourner autour de cet axe du monde, ici. Donc voilà un petit peu, c'est extrêmement important de connaître son origine du monde en 3D. Au passage aussi, vous voyez d'ailleurs que quand je passe en survol sur l'objet, je peux sélectionner l'objet et qu'automatiquement il sélectionne pour moi dans le panneau, ici, les bons éléments. Je peux sélectionner une caméra ou un objet par là, un éclairage, une matière, une scène, la scène dans son ensemble, etc. de cette manière, mais je peux aussi passer ici. Si je clique là où il n'y a rien, je passe sur la caméra. Si je clique sur un objet, je passe sur cet objet, ici. Et vous voyez ici un petit assistant qui me dit qu'une lumière se trouve loin, en fait, n'est pas visible dans mon espace ici, elle est beaucoup plus haute, elle est hors de mon cadrage, donc je peux ici venir sélectionner la lumière. Donc tout ceci est bien entendu contextuel, comme vous pouvez le voir, pour gagner du temps. Et si je suis sur l'objet, eh bien, vous l'avez vu tout à l'heure, majuscule V va me faire passer de l'un à l'autre pour pouvoir me faire gagner en fait du temps sur mes éléments ici, pour pouvoir agrandir, réduire les éléments, majuscule V, je repasse à ma rotation, etc. Alors maintenant, on va voir aussi que pour pouvoir manipuler, on va avoir aussi la possibilité d'utiliser un petit assistant comme vous le voyez ici, qui existait déjà dans les versions précédentes et qui est assez classique, qui représente donc toujours l'orientation de mon objet par rapport à cet univers du monde. Okay.
Au passage, vous voyez qu'il y a 3 repères, on les voit là. Le sol ne nous en affiche que 2, mais il nous manque aussi une profondeur. Pour s'y retrouver, c'est une convention dans la 3D. Vous avez 3 couleurs ici sur mes axes, rouge, vert et bleu, ça doit vous rappeler quelque chose, RVB. Eh bien, vous pouvez avoir mnémotechnique, vous pouvez vous souvenir facilement en pensant à X, Y, Z, donc dans cet ordre, X, Y, Z, et vous avez collé RVB. Donc, X, que vous allez ici R, donc pour rouge, Y, vert, bleu, c'est le Z. RVB, X, Y, Z. Donc ça vous permet facilement, quand vous êtes orienté différemment, eh bien, de venir gérer les éléments. Donc ici, vous pouvez prendre ce petit assistant pour vous déplacer, haut, bas, etc. Vous avez un deuxième petit assistant ici qui vous permettra de faire tourner sur cet axe, ou sur cet axe. Et vous avez ici un petit assistant qui vous permet d'étroitiser un élément, ici. Ou alors, vous pouvez prendre le carré du milieu qui, lui, va vous servir à augmenter l'échelle de manière uniforme. Okay. Maintenant, vous pouvez aussi, parce que c'est parfois pas évident d'aller chercher les petits assistants, si vous voulez déplacer, tourner, vous avez quelque chose de beaucoup plus simple. Vous venez sur une face, il y a toujours 3 faces visibles dans un univers tridimensionnel. Vous cliquez sur la face du haut, ça vous permet de monter. Vous cliquez sur la face avant, ça vous permet de travailler sur cet axe, ici. Vous venez sur l'arête, votre curseur change et vous donne une petite... Et là, vous faites tourner sur un axe, ici, sur l'axe Y, sur un autre axe ici, et ainsi de suite. Okay. Maintenant, vous voyez que cet univers de base, cet ordre du monde, ce plan au sol me permet aussi de voir que j'ai des ombres portées. Et que si je veux faire quelque chose de réaliste, que c'est une pyramide qui est posée au sol, eh bien cette ombre portée trahirait le fait, effectivement, que je suis en survol. Donc un objet peut facilement aussi arriver ici. D'ailleurs, vous voyez ici, d'ailleurs, quand je sélectionne un objet aussi, que je peux avoir dans le panneau propriété, donc les ombres captées. Est-ce qu'il fait des ombres portées? Est-ce qu'il y a des ombres captées, en fait, en réflexion par rapport à d'autres objets? Et vous avez ici d'autres propriétés. Vous voyez ici, vous avez des tabulations, ça dépend des objets, ça dépend que l'on va sélectionner dans notre arbre de notre structure 3D, ici. Et par exemple, je vais avoir un bouton placé au sol, donc il va prendre le point le plus bas, ici c'est l'ensemble de la surface, et il va venir le plaquer sur le sol de manière à avoir quelque chose de crédible, ici. J'aurais pu passer aussi par le menu 3D ici, et demander de placer l'objet sur le plan du sol. Vous voyez qu'on a différentes choses. Par contre, comment je fais pour passer de l'un à l'autre ici? Eh bien, je vais tout simplement appuyer sur la touche V. Et en appuyant sur la touche V, je vais passer de l'un à l'autre, ici. Donc majuscule V nous fait switcher entre ces différents outils, et V, donc la touche de l'outil déplacement, nous permet de passer d'une propriété à une autre. On verra sur l'extrusion qu'on va avoir beaucoup plus de tabulation dans le panneau propriété pour pouvoir gérer l'extrusion elle-même, les biseaux, gérer tout un tas d'éléments ici. Okay. Maintenant, on a vu que je pouvais, en cliquant à l'extérieur, choper la caméra, en cliquant sur l'objet, choper l'objet, en cliquant sur le petit assistant de lumière, choper la lumière. Maintenant, comment je chope la texture d'un objet? Tout simplement, une fois que j'ai sélectionné une fois, si je clique une deuxième fois, il sélectionne la texture. Là, par exemple, je clique sur celle-ci, il sélectionne la texture de la face, de la matière droite, ça c'est matière avant, etc. Maintenant, si j'ai cliqué déjà une fois sur cette matière-là et je reclique sur cette même matière, il repasse au niveau de l'objet. Je reclique une fois, il passe au niveau de la matière, je reclique une fois, il passe au niveau de l'objet. Donc vous voyez que ça va être assez pratique de manipuler les éléments de cette manière-là. Alors ça, voilà pour ce petit tour d'horizon. Regardons aussi ici que les différentes matières ici sont visibles, en restant en survol. Ici, lorsque vous ouvrez votre arbre 3D, vous allez avoir les différentes images qui sont dans les différents canaux de matière. Ici d'ailleurs, on verra qu'on a une image qui a été générée automatiquement, qui s'appelle IBL, qui sert à la lumière et à l'environnement. On en parlera dans quelques instants. Voilà déjà un petit peu ce qu'on va pouvoir voir. Maintenant, si on zoome ici, on s'aperçoit que dans cette structure, ici on a une structure assez simple. On a quand même 5 matières, on pourrait en avoir beaucoup plus sur un objet.
On a un objet, mais on pourrait en avoir, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine. On a une caméra, mais on peut en avoir plusieurs. On a des lumières, on peut en avoir plusieurs. Ici. Donc comment on va faire pour s'y retrouver assez rapidement et ne pas être perdu dans cet équivalent des calques où on peut en avoir des dizaines? Eh bien ici, vous voyez que la scène et tout ce qui est inclus dans votre univers 3D, l'environnement étant autour de la scène, on y reviendra dans quelques instants. Et bien du coup, pour pouvoir filtrer ce que l'on a à l'intérieur, vous avez ici la possibilité de cliquer ici pour filtrer que les filets, donc les maillages, que les matières, que les éclairages, ou revoir l'ensemble de votre structure 3D. Au passage, pendant que je suis en zoom ici, on va avoir sur la scène tous les comportements de notre univers 3D. Comment va être rendu notre univers 3D? Ici, il est rendu en surface, c'est-à-dire ici, vous voyez, en couleur, mais je peux très bien dire, bah non, en fait, je ne veux pas rendre ça en surface, je veux rendre ça en filaire, ici. En filaire dont les traits vont être plus larges. Par défaut, je n'ai pas de face arrière. Maintenant, je pourrais très bien avoir des faces arrière. Je peux avoir des traits continus, ici. Donc là, voilà, trait continu. Donc je ne vois que les éléments. Là, je vois toute la triangulation, ici. Donc je peux très bien gérer ceci. Je peux changer d'ailleurs la couleur, ici. Je peux très bien ne faire que des nuages de points, même principe. Ici, je vais pouvoir gérer des points beaucoup plus gros. Ici, on ne voit que les sommets. Pareil, est-ce que je suis en trait continu? Est-ce que je vois que les éléments? Ici, d'ailleurs, au passage, vous voyez que si je veux rester mon objet sélectionné, une petite astuce, vous n'êtes pas obligé de changer de caméra. Vous pouvez très bien venir sur le petit assistant ici, qui était l'assistant de vos caméras. Et vous avez la possibilité de venir temporairement, un petit peu comme avec l'outil main. L'outil main vous permet temporairement de passer sur un outil. Là, en venant sur cette zone, temporairement, vous travaillez sur la caméra. Au passage, d'ailleurs, un clic droit dans cette zone vous donnera les options de caméra. Passer de l'une à l'autre, enregistrer, supprimer une caméra, ici. Ce qui permet de ne pas quitter le niveau de sélection où vous êtes dans votre arbre 3D, et pour pouvoir faire vos différents changements, ici. Voilà, donc vous avez différents réglages possibles, et d'ailleurs vous avez des paramètres prédéfinis, vous permettant de passer de l'un à l'autre, ne voir que les sommets ici, donc là ils sont un peu petits, voir des textures non éclairées, donc des textures brutes, aucun éclairage, aucune ombre, voir des filaires plus solides, donc là on voit bien un filaire tout au bord ici, donc vous avez tout un tas d'éléments, ici on va revenir par défaut, ici. Okay. Au passage vous pouvez aussi faire des coupes sur votre objet, ici, et vous voyez qu'on va pouvoir couper virtuellement notre objet ici pour... ça c'est plutôt pour de la CAO, ce genre de choses ici. Ça a créé un plan, mais vous pouvez très bien virer ce plan. Vous pouvez rajouter ici une bordure sur votre intersection, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Okay, donc je vais enlever ceci. Ça c'était juste pour vous faire un petit tour d'horizon de ces éléments. Maintenant, que se passe-t-il si je reviens par exemple sur mes matières? D'ailleurs, je peux en sélectionner plusieurs avec une sélection continue. J'aimerais en fait qu'il y ait de la réflexion sur mon objet. Chrome, ou que ce soit une peinture un peu brillante. Là, quand je pousse la réflexion, je ne vois pas grand-chose. En fait, en toute honnêteté, je ne vois pas grand-chose se refléter dedans. Je vais essayer de faire un miroir, je ne vois vraiment pas grand-chose. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans la vraie vie, en fait, un élément reflète ce qu'il a autour de lui. Ici, je n'ai qu'un seul et unique objet. Donc forcément, cet unique objet ne peut pas refléter quoi que ce soit, vu que son environnement est vide, tout simplement. Donc si je reviens ici, par exemple, je vais avoir la possibilité dans mes éléments ici, de venir, non pas supprimer ici, je vais venir là. Je vais venir par exemple créer un nouvel élément 3D, ici. Excusez-moi, je fais une petite erreur de manip. Je vais pouvoir venir, alors ici ce que je vais faire c'est que, une petite astuce, je vais venir à... Alors, je ne peux pas le regrouper maintenant, ici, venir faire une sphère. Voilà. Voilà. Alors malheureusement, cette sphère vient s'imbriquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir dupliquer ici cet objet. Cet objet étant dupliqué, je vais venir le resélectionner. Ici. Voilà.
Et on va travailler ici de cette manière, comme ceci. Si je reviens ici tourner un petit peu, ce que j'aimerais, c'est faire en sorte, bien maintenant, que les éléments se reflètent. Alors parfois, il va être assez difficile de venir voir les éléments se refléter les uns sur les autres, tout simplement parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait de rendu. Donc si je viens appuyer sur ce petit bouton que l'on retrouve ici ou ici en bas, je vais pouvoir faire un rendu et mieux voir les résultats. Et là, vous voyez effectivement que maintenant, j'ai bien quelque chose qui se reflète, tout simplement parce que j'ai un élément à refléter. Si je n'avais pas eu cet objet ici, si je viens par exemple masquer cet objet et que j'étais venu refaire un rendu, ici via le raccourci, eh bien je ne verrais pas grand chose, ici juste la réflexion de l'ombre portée au sol qui revient par réfraction ici, vers moi. Donc ici, voilà pourquoi. Maintenant, malgré tout, si j'ai un seul objet, donc j'ai la possibilité ici de venir, par exemple aussi sélectionner différents objets, j'ai la possibilité de les regrouper aussi dans des dossiers pour pouvoir manipuler l'ensemble de manière autonome, comme vous le voyez ici. Je peux rajouter un autre objet, par exemple, on va rajouter une sphère à l'intérieur. Voilà, cette sphère à l'intérieur, je vais venir peut-être la mettre par ici, venir la mettre ici, ici, voilà, histoire d'avoir quelque chose. Voilà. Donc maintenant, si j'avais un seul objet, ça c'était juste pour vous montrer les petites manipulations de base, voilà, et refaire un petit rendu, juste pour voir rapidement ce que cela nous donne. On voit bel et bien maintenant les éléments se refléter, hein, c'était un petit peu plus intéressant. Maintenant, si je viens cacher les autres, et que je voulais malgré tout avoir quelque chose qui se reflète, parce que je fais par exemple un effet de chrome. Eh bien ici, ce que je vais pouvoir faire, si je sélectionne ici l'ensemble de mes matières, que j'ai bien de la réflectivité qui est mise dans mes textures, eh bien pour pouvoir faire en sorte que quelque chose se reflète, il faut qu'il y ait un environnement. Et donc c'est ce que vous allez voir ici. L'environnement va vous donner deux choses. Va vous donner ici une image associée, qui va se mettre, comme vous le voyez avec cette petite assistance, sur une sphère tout autour en fait, de mon élément. Okay. Cette image, je vais la remplacer par exemple par une image beaucoup plus visuelle. Je vais venir ici chercher l'environnement de type image. Je sais que j'ai des images qui me servent souvent pour les environnements 3D, ici, voire même celle-ci, voilà, ici. Et donc ici, vous voyez, c'est une représentation en petit d'une sphère virtuelle qui est mise autour, c'est pour ça qu'elle n'est pas à l'intérieur, qui est mise autour de ma scène, de manière à pouvoir générer de la réflexion. D'ailleurs, ici, comme j'ai ceci sélectionné, je vois cette sphère, d'ailleurs je peux faire tourner, vous voyez, cette sphère, pour voir les éléments de l'univers qui vont se refléter sur mon objet. Si maintenant je reviens ailleurs, je ne vois plus, en fait, ici mon élément, et si je viens ici gérer, je vais commencer à avoir de la réflexion. Si je veux mieux la voir, je fais échappe ici et je vais pousser ma réflectivité à 100% pour faire un miroir ici. Et si je viens refaire ici, vous voyez que je vois bel et bien, alors là j'ai peut-être trop de lumière ici, mais je vois bel et bien mes éléments. Donc je vais supprimer cette lumière. Voilà. Et si je modifie par exemple la position de ma caméra, je vois bel et bien les éléments, je n'ai pas forcément besoin d'ailleurs de faire un rendu ici, se refléter dessus et me donner un effet chrome ici, voire même un effet miroir, vu que là j'ai mis à 100% ma réflectivité. Okay. En teintant un petit peu, on va pouvoir aussi faire des choses un peu dorées ou autres. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer, et bien entendu, si maintenant on rajoute les éléments que l'on avait, voilà, on voit bel et bien les éléments se refléter les uns dans les autres, si on n'a pas trop de lumière, ici. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer comme base. Ici, on est ce qu'on appelle en ray tracing, on lance le rayon. Ne soyez pas surpris par les petits points. Donc là, j'ai fait le raccourci, qui, au lieu d'appuyer sur ce bouton, qui commande Alt majuscule, contrôle à la place de commande, si vous êtes sur Windows, qui va nous permettre ici de venir gérer, en fait, ces éléments et les passes. C'est-à-dire que plus ça va, plus les rayons, plus ça va s'affiner, plus les points vont disparaître au fur et à mesure. Ces points nous permettent rapidement déjà de calculer les rebonds de lumière pour voir si déjà les ombres, les éléments dans un rendu presque final seront intéressants. Échappe si ce n'est pas le cas.
Et n'oubliez pas que tout ceci se règle dans les préférences de 3D de Photoshop, ici, que vous allez avoir le nombre de lancers de rayons, le nombre de passages, et le nombre de carreaux, c'est-à-dire la taille des rendus, vous avez vu qu'il y avait des carreaux ici, qui vont prendre en compte ici mon rendu global, ici la VRAM, la vidéo-RAM, celle de votre carte graphique, qui est prise en compte par Photoshop, comme vous pouvez le voir ici, si votre carte est bien entendu compatible OpenGL, comme c'est le cas ici. Donc voilà un petit peu ce tour d'horizon que je voulais faire avec vous sur la prise en main de l'univers, la manipulation des objets. Très facile, hein, comme vous le voyez ici, de manipuler des objets, de les éloigner, de les gérer ici. Là, je vais faire rentrer les uns dans les autres, de venir manipuler ici ma caméra, de manipuler cette face, etc., etc. Comme vous pouvez le voir ici. Donc très intuitif de voir gérer mes éléments comme on le voit ici. Voilà. Voilà, donc suite dans un prochain épisode pour faire un petit peu plus de détails sur la création d'objets, le type d'objets que l'on va pouvoir créer et ensuite sur leur texture. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt pour d'autres tours d'horizon et d'autres découvertes de la partie 3D de Photoshop CC.